internautes, bonjour. C'est toujours pour nous un énorme plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube de Harmattan Sénégal pour parler de livres. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès et nous avons l'insigne honneur d'avoir été reçus par un immense écrivain aujourd'hui, chez lui, au niveau de la résidence Cheikh Abdoul Aziz Aïdara. Et nous avons donc l'immense plaisir d'avoir aujourd'hui à nous entretenir avec M. Mamgoumba Sarkane. M. Mamgoumba Sarkane, doyen, bonjour. Bonjour, M. Colli. Merci de nous recevoir chez vous dans ce magnifique cadre pour parler de vos deux ouvrages, parce que vous avez déjà sorti 4 ouvrages. Il y a déjà Mayanga qui est sorti, ensuite vous avez sorti Les Contes de mon grand-père. Et aujourd'hui, vous nous revenez entre 2023 et 2024, décembre 2023 et janvier 2024, 2 autres ouvrages. Un roman autobiographique intitulé Le Paradis perdu, mais également un autre livre de spiritualité, cette fois-ci, sur votre idole, celui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, Cheikh Abdoul Aziz Aïdara. Pour présenter ces 2 ouvrages que nous allons voir aujourd'hui, je suis avec le doyen Abdourahim Anne. Doyen, bonjour. Bonjour, Monsieur Colli. Bonjour aux autres membres de l'équipe qui t'accompagnent. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Thiès, la capitale du rail, benn dëkk ñaari gaar, Thiès Dianken comme on dit, la ville des 2 célèbres grèves de 1938 et 1948. La ville de Léopold Sédar Senghor et de Ousmane Ngom, les 2 premiers maires de la ville. Donc, bienvenue chez le doyen Mamgoumba Sarkane. Et vraiment, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'associant vraiment à la présentation de cette émission 4e de couverture. Merci, bienvenue à Thiès. Merci beaucoup et je voudrais préciser que nous avons aussi certainement au cours de l'émission nous aurons M. Tchao qui va peut-être éventuellement intervenir d'un moment à l'autre, mais également M. Diagne qui va aussi, Inch'Allah, intervenir par rapport à cette émission. Avant de commencer, doyen, certainement vous laissez dire un petit mot avant qu'on commence cette émission. Je suis heureux de vous recevoir chez moi. La dernière fois, j'ai dit que vous êtes venu me trouver dans mon antre parce que je suis un fauve. Grâce à Dieu, vous me trouvez chez moi, cette fois-ci, à la résidence Cheikh Abdoul Aziz Aïdara, Khalifa Cheikh Chassan. J'aime recevoir les gens, surtout quand on parle de cet homme multidimensionnel qui est mon maître Cheikh Abdoul Aziz Aïdara. Vous m'avez donné l'occasion d'en parler, et comme dit l'adage, c'est l'occasion qui fait le larron. Vous m'avez donné l'occasion, je vais tout faire pour être un bon larron. Espérons donc que certainement ça commence très très bien. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici. Nous allons, chers internautes, commencer par une première question, parce qu'avant de commencer à parler de ces ouvrages, je voudrais bien qu'on puisse entrer dans parler du parcours de cet auteur, de M. Mamgoumba Sarkane. Et je vais donner au doyen Anne qui va nous parler de l'auteur. Qui est, doyen Abdourahim, qui est Mamgoumba Sarkane? Mamgoumba Sarkane est un natif de Thiès. Il est né en 1943. Il a eu, comme il l'a dit dans le roman autobiographique Le Paradis perdu, vraiment une enfance épanouie mais aussi studieuse. Et aussi une enfance trempée dans les véritables valeurs sénégalaises. Après l'école élémentaire et le lycée, il est entré dans l'enseignement et a servi dans divers endroits du pays. Ensuite, vraiment l'appétit venant avec le repas, bon, il a passé le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature et il a réussi brillamment. Après 3 années de formation,
Bon, il est devenu administrateur civil et là aussi a eu vraiment à servir dans divers endroits du pays. Je citerai notamment Kaolack, Mbacké, Diourbel, etc. Et je profite de l'occasion pour dire que bon, j'ai grandi sous son aile parce que c'est son petit frère Djibi, bon, qui est mon père. Nous avons fait l'école élémentaire Djibi et moi du CI jusqu'au CM2, ensuite de la 6e jusqu'en terminale. Mais après, avec les aléas des affectations pour le doyen et pour moi aussi, quand je suis entré dans l'enseignement, nous nous sommes perdus de vue pour ne nous retrouver qu'à Diourbel autour des années 79-80. Et vraiment, depuis lors, ça a été le déclic. Bon, nous nous retrouvons constamment et le lien ne s'est jamais rompu. Et j'avoue que chaque fois que je le retrouve, que je le rencontre, que nous échangeons, bon, j'en sors extrêmement bonifié au plan intellectuel et vraiment au plan moral. Vraiment, c'est un grand frère qui m'est très cher et je puis affirmer que j'ai une proximité avec lui qui est égale à celle que j'ai avec ceux qui ont le même sang que moi, sinon une proximité plus profonde. Vraiment, je le remercie beaucoup pour la confiance qu'il a investie en moi, en me consultant dans tout ce qu'il fait, vraiment en demandant mes avis et en tenant compte. Vraiment, j'en suis ravi et je le remercie pour ça. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, bon, il a produit 4 ouvrages à Harmattan. Mayanga d'abord, ensuite Les Contes de Grand-Père, et ensuite Le Paradis perdu et Cheikh Abdoul Aziz Aïdara, L'homme des deux rives. C'est peut-être l'occasion aussi de vous remercier, vous aussi, vraiment pour la diligence avec laquelle vraiment vous avez traité et sorti ces livres-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je retiens que c'est l'un des plus grands cadres de l'administration sénégalaise dont le Sénégal peut se préparer vraiment se rendre fier. J'ai avec moi aussi M. Thiaw et M. Diagne qui éventuellement s'ils veulent rajouter quelque chose par rapport à qui est Mame Goumba Sarr Kane pour vous. Avant qu'on en vienne à la star du jour, parce que certainement il va aussi revenir sur ses goûts par rapport à la lecture et comment vivre l'écriture. Mais avant ça, je donne la parole à M. Thiaw et à M. Ndiaye pour qu'ils reviennent également sur ce qu'ils savent de M. Mame Goumba Sarr Kane. Moi, je m'appelle Mame Goumba Ndiaye. Je suis son premier homonyme. Ce que je retiens en lui, c'est un enseignant. Un enseignant qui dit enseignant, dit éducateur. Lui, même s'il s'aide avec vous, il vous apprend beaucoup de choses. Moi, c'est ça qui me plaît à lui. Lui, c'est mon référence. Machallah. Excellent. Monsieur Thiaw. Bonjour, monsieur de l'Harmattan, et bienvenue chez vous, comme l'a dit notre grand frère, notre adoré grand frère. Moi, quand je parle, je ne peux pas parler de lui, parce que c'est mon préféré. C'est mon modèle de tous les côtés. Il m'aime d'une façon que je ne peux même pas m'exprimer en public pour dire la façon qu'il nous lie. Ce qui nous lie, je ne peux pas le dire. Moi, je n'ose pas même pas le dire, pour que les gens en savent quelque chose. Mais Dieu en est témoin. En concluant, je veux remercier encore M. Anne. M. Anne, vous avez soutenu notre grand frère. Et nous en sommes reconnaissants. Vous êtes un modèle, un enseignant modèle. Moi, à travers moi, à travers sa famille, nous dirons merci. C'est nous qui devions le faire. Mais vous êtes à ses côtés, comme vous l'avez dit. Vous avez profané avec son petit frère Djibi Kane. Mais moi, ce que je trouve, vous êtes plus que Djibi Kane envers lui. Toute la famille vous dit merci, M. Kane. On dit merci. Moi, parler de Cheikh Mame Goumba Kane, je n'ose pas le dire en public.
il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Si je dis il est tout pour moi, les gens de bonne foi le comprendront. Ok. Merci. Merci beaucoup, M. Chao, également, et M. Gaï, pour ces présentations. C'est extrêmement important qu'on puisse plonger dans l'univers de notre premier le connaître avant de revenir à ses ouvrages. Doyen, dites-nous, d'où vous vient, parce que depuis 2020 jusqu'à 2024, c'est 4 ouvrages déjà. Comment vous vient l'idée d'écrire en tant que tel? Comment vous est venue cette envie d'écrire des ouvrages? Je vous remercie. Je voudrais auparavant remercier toute l'équipe des éditions L'Harmattan Sénégal, du directeur M. Diallo, au sympathique Bachir, sans oublier Sengal le CAR, et toute l'équipe, du directeur au planton. Vous avez posé une question. D'où m'est venue l'envie d'écrire? Vous savez, comme le disait le président Senghor, le poète, je ne suis pas un poète. Disons l'écrivain par extension, est comme une femme en Jésus. Il faut qu'elle accouche. J'ai eu à dire à quelqu'un qui avait lu mon premier roman, et qui est un administrateur du combat, un promotionnaire à moi, qui m'a dit, vraiment, vous avez de l'imagination. Je lui ai dit, tu as tapé à côté de la plaque. Il ne s'agit pas de... il s'agit surtout d'inspiration. Les gens te disent, il faut écrire sur tel, il faut écrire sur tel, comme s'ils étaient dans un restaurant et commandaient leur poulet. C'est pas comme ça chez nous. Nous éprouvons un besoin qui nous pousse à nous exprimer par l'écriture, par la lecture. On dit que c'est l'art, la faculté d'entrer dans une personne au moyen de l'écriture. Quand on dit, nous connaissons Victor Hugo, parce que nous avons lu ses œuvres. Donc j'ai senti le besoin d'écrire quand beaucoup de mes professeurs de français m'ont poussé à le faire. D'abord, quand j'avais de bonnes notes en composition française, et c'était à l'époque des Français, parce que moi j'ai jamais eu de professeur africain. Mes devoirs de français, on les lisait dans les autres classes. Et Madame Kos, une de nos professeurs, s'offusquait et disait à un Français qui écrivait bien français, bien sûr, mais qui n'arrivait pas à la cheville. Il faut avoir honte parce que Mambou Babkan, à 6 ans, il ne comprenait pas un mot de français, alors qu'à 6 ans, le petit français a 6000 mots du vocabulaire de sa langue maternelle. Et avec toutes ces activités qu'il y a tout autour, tout ce bruit, tout ce fureur qu'il y a, est-ce que vous parvenez, parce qu'aujourd'hui, Michel ne me demandera pas, il est extrêmement difficile de pouvoir, même avec l'inspiration, pouvoir accoucher, pouvoir sortir des choses. Est-ce que vous ne trouvez pas beaucoup de difficultés pour pouvoir... parce que Louis Aligné disait qu'en fait, en Afrique, il est très difficile d'écrire parce qu'avec les contingences sociales, etc., donc parfois c'est difficile de pouvoir sortir de livre. Parce qu'il y a des écrivains qui, quand ils étaient en Europe, ont pu écrire plus facilement. Une fois en Afrique, ils n'ont plus pu sortir un livre. Oui, vous avez parfaitement raison. Parce que les œuvres d'art ont commencé à foisonner quand l'homme a satisfait ses besoins primaires, le manger, le boire, se vêtir. Ces besoins primaires, quand on les a satisfaits,
on se penche vers des œuvres de beauté. C'est pas pour rien si l'imprimerie, la Renaissance, ces époques sont venues après les grandes conquêtes. Quand les Européens ont conquis l'Amérique, puis les territoires des Incas, et que l'Europe s'est retrouvée avec beaucoup d'argent, alors ceux qui sont riches ont commencé à se pencher vers les anciennes œuvres gréco-romaines, puis l'imprimerie de Gutenberg est venue, et en fin de compte, les gens ont fait des œuvres de beauté. On ne peut pas faire une œuvre de beauté quand on a faim, quand on a soif, quand on est dans le dépouillement total. Le bruit, la fureur, mais c'est le rythme du monde. Le monde est rythmé par le bruit, la fureur. On s'y fait. Chez moi, vous voyez, c'est très calme. C'est très calme. Je rends grâce à Dieu, mes enfants ont grandi, des épouses, des maris. Vous voyez, je suis là. Ça vous permet, le cadre est idéal. Le cadre est idéal pour l'équilibre. Mais faut-il vouloir écrire? Parce que vous savez, il y a cette intrusion de la télé, de la radio, le technique, l'information. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'écrire. Et aussi le fait que je suis un peu découragé quelquefois, parce que c'est bon d'écrire, mais écrire pour qui? Les gens ne lisent plus. Ils n'ont plus le temps de lire. Comme je vous le disais en aparté, ça me fait sourire. Moi j'ai remarqué que les gens me parlent de mon livre par politesse, et je me rends compte, moi, qu'ils ne l'ont jamais lu. Et par politesse, je ne leur dis rien. En tout cas, ce qui est essentiel et aussi important, c'est en tout cas, on ne sait pas qui va le lire, parce que celui qui va le lire, peut-être qu'il est en Indonésie ou qu'il est ailleurs. Et c'est ça aussi parfois le charme de l'écriture génération. Beaucoup d'écrivains qui ont été découverts bien après par les professeurs qui ont vu tout le trésor qui est caché dans l'écriture et dans la façon d'écrire. Puisque je suis avec le doyen, et je crois qu'on va commencer certainement avec le premier livre qui est paru au mois de décembre 2023, Le Paradis perdu. Je vais préfacer par le professeur Cheikh Abdourahim Anne. Professeur, moi j'ai envie de poser à l'auteur d'où lui vient le titre Le Paradis perdu, mais étant donné que vous êtes le préfacier, je vais vous laisser l'honneur de lui poser des questions et éventuellement d'intervenir sur ça. Bon, poser des questions, peut-être que je vais essayer de vous aider à décortiquer un peu ça là. Bon, parce que tout ce qu'il relate dans le livre là, bon, vraiment, ce sont d'agréables souvenirs. Bon, et ça fait tellement longtemps, mais ils sont toujours encore vivaces. Moi-même, après coup, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû dire au doyen, plutôt que de mettre le paradis perdu, de mettre mon paradis perdu. Bon, et toujours est-il que, bon, ça ne change rien à la chose. De toute façon, il a essayé de nous décrire son itinéraire. Et moi, je me retrouve parfaitement là-dedans, puisque nous avons cohabité à la cité Pilot d'abord, Maurice Pilot, ensuite à la cité Balabé. Nous avons fréquenté la même école, même si nous a devancé de quelques années. Nous avons baigné dans le même univers, la cité Balabé. Vraiment qui était un havre de verdure, de paix et autres. Vraiment, nous avons été dans un cadre magnifique. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas tous les Africains, tous les Sénégalais qui avaient droit de cité pour habiter là-bas. Ceux qui habitaient parmi les Sénégalais, vraiment c'était de hauts cadres, mais ce n'était pas seulement pour ça qu'ils avaient eu droit à ces logements-là. Mais les Français ont dû vraiment s'attarder un peu sur leur profil moral et intellectuel. Je dis souvent aux enfants, à mes petits-enfants, que quand nous allions à l'école élémentaire, vous alliez simplement avec un cartable vide. Et dès les premiers jours, on vous donnait tous les matériels didactiques.
cahiers, gomme, crayon, porte-plume, parce qu'à l'époque on écrivait avec des plumes, porte-plume, et tous les livres. Et chacun avait un livre pour chaque matière. On ne partageait pas les livres. Et les effectifs tournaient autour de 25-30 élèves. À titre d'exemple, nous, dans notre classe au CM2, nous étions 28. Je crois qu'à l'entrée en 6e, 25 ou 26 avaient réussi, et au CFE, presque tout le monde avait réussi. Donc, vraiment, c'était des logements de roi. Et en dehors de ça, comme il a dit dans l'ouvrage, il y avait une coopérative, on dirait aujourd'hui un supermarché, où on allait s'approvisionner. Il y avait un boucher, ensuite il y avait un jardin potager où il y avait du tout. Et les cheminots et leurs familles avaient droit, tous les jeudis, on y allait en apportant une carte. Et on mettait des poinçons là-dessus, on vous donnait tout ce que vous désiriez. Salade, orange, marocaine, et tout, et on ne payait rien. Et l'électricité, on ne payait rien, les parents ne payaient rien, l'eau courante, idem. Vraiment, nous avons été dans un cadre d'épanouissement et de réussite. Et nous en rendons grâce à Dieu et nous remercions nos parents pour vraiment les conditions dans lesquelles ils nous avaient mis. Voilà. Donc, je crois que... Et d'ailleurs, si vous, rien que la couverture du livre, elle est parlante. Elle est parlante pour quelqu'un qui connaît Thiès un temps soit peu. Voilà. La grosse machine avec le cheminot à côté. Vraiment, c'est des souvenirs extraordinaires et ineffables. Effectivement, voyons, il a permis de commencer de cet ouvrage-là. Effectivement, il a permis de revenir sur notre enfance à Thiès, notre environnement immédiat, l'école, ce que vous avez abordé. D'où vous êtes venu de revenir sur votre royaume d'enfance, sur vos années d'insouciance et tout cela. Et pourquoi avoir choisi le titre Le Paradis perdu? Est-ce qu'il est perdu ou est-ce qu'il est possible de faire Merci. J'avais le choix entre l'Éden perdu et le paradis perdu. Si nous allons à la Genèse, la Bible, le paradis est perdu pour Adam et Ève. C'était l'Éden, le jardin d'Éden. Mais comme je dis, l'enfance, c'est un paradis. C'est moi qui écrivais, j'ai pour le faire à la lune. Je ne sais en quel temps c'était. Je confonds l'enfance et l'Éden, un pont de douceur et l'ironie. L'enfance, c'est le paradis. L'enfance, c'est l'insouciance. Et on perd ce paradis. Deuxièmement, nous étions à une époque où la vie n'était pas si dure. On était vraiment dans un paradis. Comme là, chez Charan, on habitait dans une cité, on avait des Français, on avait tout. Nos parents étaient riches, entre guillemets, à cette époque. Ce qu'on avait des réserves. Le matériel, même pour aller au marché, nos mères avaient un gars qui les emmenait au marché pour le venir. Effectivement. Il y a une lieu de socialisation, parce que j'ai vu dans le livre, c'est là-bas qu'elles se fréquentaient, qu'elles se connaissaient mieux. Oui. Nous entrons dans le corps du livre. Ce qui m'a poussé à lire, c'est que vous savez, on a toujours la nostalgie de ces moments-là. Malheureusement, c'est avec un petit grain de tristesse qu'on s'en souvient.
L'adage dit un souvenir n'est jamais sans soupir. Quand on rabâche des souvenirs, on soupire. C'est un temps qu'on ne revivra plus. Et je vous dis, il faut du tout pour faire un monde. Je l'ai écrit. Mais il faut du tout pour faire le bonheur. Le rire et les larmes font partie du paradis sur terre. Voilà la nouvelle. Paradis auquel, effectivement, parce que vous le dites, c'est un paradis qui est perdu, parce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle du monde et tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus avoir comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est des soucis, c'est un monde chaotique et un futur quasiment déchiré par rapport à la situation d'antan. Parce que les hommes sont devenus plus égoïstes. Il faut le reconnaître. Les hommes sont devenus plus égoïstes. En ce moment-là, on partage tout. C'est pourquoi on ne voyait jamais des pauvres. Moi, j'ai commencé, ça m'a fait sourire, à entendre que mon pays était pauvre quand nous avons eu l'indépendance. Donc, quand ils étaient là avec nous, les Français, nous n'étions pas pauvres. Quand ils ont quitté, on nous a catalogués dans les pays pauvres. Alors je me demande comment un animal peut manger dans un râtelier pendant 3 siècles alors que le râtelier n'a rien. Qu'on lui dise autre chose. C'est ça. Parce que vous êtes pauvres, des pays en voie de développement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, nous avons une richesse que nous avons perdu maintenant, malheureusement, c'est qu'il y avait cette solidarité entre les gens, il y a pas de... Je disais, nous habitions avec beaucoup de gens à la cité. En face de chez nous, il y a un monsieur, chez nous, comme mon père, il avait 2 enfants à l'âge d'aller à l'école, il ne les a pas. Est-ce qu'il est à l'école française? Mon père est intervenu. En fin de compte, il a dit à mon père, inscris-les si tu veux. Mon père les a inscrits à l'école. Ils sont devenus très grands cadres de ce pays. L'un est un professeur de mathématiques, l'autre est sorti de l'école multinationale des télécommunications. Mais maintenant, on n'a pas le droit de dire au fils de son voisin, il y a de la poussière dans ton œil. L'enfant appartenait à tout le monde. Un adage qui dit, quand on est bon, on est fils de tout le monde. Quand on est mauvais, on est le fils de sa seule mère. C'est extraordinaire. Doyen, vous, dans ce paradis perdu, vous revenez jusqu'à la nuit ou le jour où vous êtes né, en 1943. Oui. Comment? C'est l'histoire que vous avez racontée. Mais bien sûr, comment on l'a raconté. Je l'ai pas ce moment-là. Bien que, machallah, ma mère m'a toujours dit qu'elle avait une très grande mémoire et qu'elle avait des choses que je devais oublier. Ma naissance, je n'en sais rien. Ma grand-mère m'en a beaucoup parlé. Ma mère m'en a parlé. Mon père. Maternelle, je précise. Hein? La grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, Marie-Pierre Sec, la mère de ma mère, m'en a beaucoup parlé, elle m'aimait beaucoup. C'est pourquoi le premier enfant que j'ai eu a porté son nom, Marie-Pierre 4. Elle avait 86 ans à la naissance de ma fille. Et je lui ai donné ce nom-là parce que, tout en étant enfant, je lui disais, Mandela le titre de l'homme. Alors, quand j'ai eu mon premier enfant, elle avait 85 ans. Le 18 janvier, je lui ai donné le nom de ma fille, je suis allé la voir, elle m'a dit, j'attendais cet enfant-là pour mourir. On a rigolé.
jour de l'anniversaire de ma fille, le 18 janvier, elle a rendu l'âme. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Non, avec moi, on ne parle ni de coïncidence ni de hasard. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui régimente tout, qui réglemente tout. Vous savez de qui je parle. Alors, on va parler de ma naissance. Bien sûr, comme j'ai eu à l'écrit, j'étais un enfant très désiré. Parce que je suis né 3 ans après le mariage de mes parents. Donc on était pressé que je vienne au monde. En son temps, je suis venu au monde. Et vous allez rire parce que à ma naissance, mes parents étaient aux anges. Et l'accoucheur français, le docteur français, a dit, attention, il ne faut pas faire des grands baptêmes là, parce que cet enfant-là, il ne vivra pas plus d'une semaine. Ah bon? Il a dit, moi je ne vivrai pas plus d'une semaine. Alors, je suis à 81 ans. Vous cherchez de quel côté il y a un mensonge. Peut-être que la semaine est un siècle. Voilà, c'est ça. Alors, donc, j'ai eu cette enfance-là, on m'aimait beaucoup. C'était un paradis pour moi. J'ai grandi dans un quartier derrière la voie ferrée. Vous savez, mon père était un cheminot, donc il habitait non loin de son lieu de travail. Donc c'est cet environnement de cheminot qui s'appelait d'abord dépôt. Dépôt, c'est là, je me fais, où vous avez les trains. On parlait de quartier dépôt, puis de quartier derrière la voie ferrée, jusqu'au jour où un cinéma est venu s'implanter dans notre quartier. C'est le cinéma Aiglon. Je me souviens, j'étais là, j'ai vu construire un grand mur, etc. À la fin, il y a une dame qui est venue avec son échelle et des lettres en bois qu'elle clouait avec la peinture rouge. On a lu Aiglon. Aiglon est devenu par extension le nom du quartier, on l'a appelé quartier Aiglon. J'ai posé une question. Peut-être que le maire de Thiès va répondre, parce que Aiglon, ça peut signifier le fils de le petit de l'aigle, comme ça peut signifier le petit de Napoléon Ier, qu'on appelait l'Aiglon. Je ne sais pas lequel des deux c'est. Qu'on était en période française, je ne sais plus. En tout cas, je n'ai eu personne pour éclairer ma lanterne. Alors, ce quartier m'a beaucoup marqué. L'environnement, les voisins, les disputes entre les voisins, les bagarres. Oui, cette femme terrible qui a été dotée par une autre. Et fait intéressant, l'intrusion du cinéma dans notre environnement et surtout l'intrusion de la radio dans notre maison. Un beau jour, mon père a acheté un poste radio. Il marchait à l'électricité avec des boutons, etc. Il voit ses vis à Paris. Cette voix est devenue une voix dans notre famille. À la fin, en tant qu'enfant, quand vous avez vu pour la première fois une radio s'allumer, puis quelqu'un parle, qu'est-ce que ça fait comme effet? c'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a quelqu'un qui parlait français. Malheureusement, il y a ma tante Fandosa, qui avait fait l'école française, et mon père, qui est sorti de Pénélapade, qui comprenait le français. Donc c'était pour eux. Comme je dis, ils étaient en train de nous traduire l'oracle, jusqu'au moment où ils ont commencé à parler la langue wolof.
Il y a eu des émissions à Wolof. Mais ce que j'ai retenu dès le départ en français, c'est ici Dakar, radiodiffusion de l'Afrique occidentale française. Ça a commencé comme ça. Et il y a cette voix qui disait bonjour, bonjour Dakar, assalamu alaikum. Bonjour Conakry, Namfé. Bonjour Bamako. Alors il y avait ces dialectes-là qui répondaient. Mais je n'avais pas, je n'avais pas cette image de l'Afrique occidentale française. Puis, il y a cette évolution. Ici, Saint-Louis, radiodiffusion du Sénégal et de la Mauritanie. À ce temps-là, Saint-Louis était la capitale de la Mauritanie. La Mauritanie a eu sa capitale à son indépendance Nouakchott. Ils ont fêté l'indépendance l'indépendance de la Mauritanie sous les tentes. Donc c'était comme ça, puis les émissions sont venues avec des théâtres en langue. Ils parlaient de langue vernaculaire, je n'aime pas ce terme. Ils parlaient de nos langues, avec du théâtre, avec des émissions religieuses. Je me souviens de Manar et l'Islam. Oh là là, l'émission fétiche de Cheikh Gassama, grand érudit de l'Islam. Puis il y a eu cette émission catholique, La Voix de l'Espérance. Je crois que là-bas, nos parents catholiques, on peut rater le coche parce que l'émission était en français. Donc ce n'était pas destiné à tout le monde. Comme les émissions religion en langue musulmane. Moi, ce que j'ai retenu, on n'écoutait même pas ça à la maison. Moi, j'écoutais par curiosité. Tout ce que j'ai retenu dans tout ça, c'était La Voix de l'Espérance, boîte postale 1013 Dakar. Je me souviens tout de ça. Bonne mémoire. Voyez, à part ce cadre-là et tout ça, il y a un moment également extrêmement important et un tournant décisif dans cette enfance, c'est quand vous êtes allé à l'école. Pouvez-vous revenir sur ce jour-là et après, ce qui s'est passé? Bien sûr, c'est une déformation que je ne me reproche plus, parce que en notre temps, il n'y avait ni jardin d'enfants ni garderie. On allait directement à l'école coranique. Donc voilà, ma première expérience, c'est l'école coranique. Et là, je pense aussi, le grand frère d'Abdul Aziz Dabakh avait une maison en Thiès et une école coranique d'art. C'est là-bas que j'ai connu l'école coranique. Et signe du destin, Abdul El Hadj Mansour Sy est le père de l'actuel khalife général du Tidjane, Sëñ Babacar. Et j'ai eu à le rencontrer 60 ans, presque plus de 60 ans après, quand il est venu me saluer, je lui ai dit, tu étais là-bas, vous étiez là-bas, quand le khalife s'est déplacé pour venir me saluer, je lui ai dit ça, c'est Dieu qui le fait, parce que j'ai appris le Coran dans l'école coranique de votre père, et aujourd'hui vous êtes khalife général. Comme je disais, malheureusement pour moi, je n'ai pas réussi comme j'ai réussi à l'école française. Parce que ce n'était pas des bons maîtres qui nous manquaient. Ce n'était pas l'enseignement qui était au rabais. Mais c'était l'encadrement. Parce que les marabouts, le khalife, le Serigne Mansour Sy, il n'hésitait pas à Thiès, il venait de temps en temps. Mais ceux qui étaient chargés de gérer cette école, il y avait des grands talibés qui étaient des tortionnaires. Ils frappaient, ils nous raquettaient, etc. J'ai dit, il a raconté. Tellement je les craignais.
Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir mon père avec un beau vélo. Il a garé son vélo, il était dans la chambre, causé avec mon père. Un grand talibé m'a trouvé à la porte, il m'a dit, mais il est beau ce vélo-là. J'ai dit, oui, prenne-le-moi. J'ai dit, prends. Il a pris le vélo, il n'est pas jamais le vélo. Quand l'autre de mon père, j'ai dit, on a volé mon vélo. Mon père a dit, non, on ne peut pas voler ton vélo, il y a Mambouma qui est là. Bien sûr, dans le livre, je me fais appeler Mambouma. Mon vrai nom, c'est Ibrahima. Ah, c'est Ibrahima. Voilà. Alors il a dit, non, on est là. On n'a pas pour le vélo. Où est le vélo? J'ai dit, il y a le grand talibé qui l'a pris. Comment? Je lui ai prêté. Ah bon? En ce moment, il y a ce kidam qui vient avec le vélo à queue. Dès qu'il a mis pied à terre, mon père lui a donné une gifle qui retentit encore à mes oreilles. Il a pris d'escampette. Depuis ce jour, ils m'ont laissé entrer. À la deuxième expérience, c'est l'école française. On a l'habitude de dire que l'école transforme votre égocentrisme en sociocentrisme. Ça n'existe pas chez nous. On n'est pas des égoïstes. On n'est pas égocentrique. Nous sommes des animaux sociaux. Donc, je suis allé à l'école française, la cité Balabé, et j'ai vu, pour la première fois, beaucoup de petits Français. J'avais vu des grands Français, des grands Thomas qui passaient à la main avec chez nous. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Mais je ne savais pas qu'il existait de petits. Et ils étaient poisons, il y en avait beaucoup. Et donc c'est une première découverte. Puis j'ai vu les dames, nos maîtresses, les Françaises, qui étaient chargées de nous faire la grâce. Il y a Anne qui hoche la tête. Nostalgie. On avait Madame Soula, la première ministre de l'école. Madame Soula m'a fait la classe. Madame Soula m'a fait la classe, elle m'a beaucoup marqué. Parce que elle ne parlait pas un mot de Wolof. Mais quand nous sommes venus à la classe pour la première fois, elle a commencé à enlever la barrière linguistique avec 10 000. Nous étions jeunes, on avait besoin de faire, on avait des besoins. Alors, elle faisait mime pour ceux qui veulent utiliser. Pipi, moi, caca, pour les autres, etc. Ça fait rire. Et c'est comme ça que, petit à petit, nous sommes arrivés à nous faire comprendre. Et comme d'abord les classes étaient des classes à double flux, il y avait 2 rangées pour ceux qui viennent d'entrer, 2 rangées pour ceux qui sont déjà là depuis 1 an. Le CP1 pour les nouveaux et le CP2 pour les anciens entre guillemets. Alors quand ils parlaient, les autres répétaient et nous répétions. Par exemple, debout. Quand elle disait debout, les grands qui sont là se mettaient debout. Et vous imitiez tout de suite. Et ils disaient, je me lève. Je m'assieds. Croisez les bras, je croise les bras. On a connu cette école, on a connu la vie des Français, et on a vu que, nous nous sommes rendus compte que ils n'étaient pas pareils. C'était pas des gens comme nous. Nous n'avions même pas la même éducation, parce que nous avions une maîtresse qui était très jolie. Quand elle venait avec son mari, qui l'a déposé avec son véhicule, et ils s'embrassaient là. Devant tout le monde. Bouche à bouche. Ça vous gênait énormément, parce que vous n'avez pas l'habitude de voir ça. On n'avait pas l'habitude de voir ça, mais chaque fois que
la voiture garée, on venait pour assister à ça. On était curieux. On était curieux à ça. Et j'ai commencé à avoir mon premier battement d'amour, entre guillemets, c'était un amour, parce que les filles jouaient à la corde là, et elles chantaient pour voir lequel de nous était le préféré. Voilà. Il y avait une jeune fille française, Monique Jacob est là, elle était en train de se faire. Voilà. Alors on chantait. Au palais royal est un beau chalet où toutes les jeunes filles sont mariées. Mademoiselle Monique est la préférée de monsieur qui veut l'épouser. On a dit mon nom. Alors pour dire oui ou non, elle se fait. Ah non, elle s'arrête. Si elle n'aime pas. Ah oui, elle continue. Oui. On a crié sur moi. Je ne sais pas si elle est vivante maintenant, mais elle doit être une vieille dame, elle a oublié ça. Donc c'est des anecdotes. C'est l'anecdote du gardien de l'école qui était... ah oui, le plancton. Il y avait énormément de choses. Le plancton, c'était le factotum, il faisait tout. Il s'appelait Monsieur Diagne. Il était le factotum, il distribuait les fournitures scolaires. Ceux qui avaient des bobos, il les amenait au dispensaire se faire soigner. Et surtout, il y avait des grands manguiers à l'école de la cité Balabé. Ils venaient dans nos classes avec des corbeilles de mangue. Ils distribuaient les mangues. Mais malheureusement, il y avait un manguier. Nous voyons que ce manguier-là, avec de beaux fruits. mais ces fruits-là, il ne les distribuait pas. Alors il nous disait, attention, voyez ces fruits-là, ce manguier appartient à un djinné, à un djinn. Si vous mangez ces mangues, vous allez mourir. Même si ces mangues tombent là, appelez-moi. Mais bien sûr, on a su que c'était lui le djinn. Et malheureusement, je ne sais pas comment il faisait, mais il ne parlait pas un mot de France. Comme je disais, Molière lui avait retiré son visa d'entrée dans le vestibule colonial. Mais c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Alors les étudiants, on l'aimait bien. On dit, ta plante, monsieur le planton. Et malheureusement, les gens qui n'ont rien compris, ils disent que nous, les anciens de Balabé, nous sommes pour le tuba. Bien sûr, ça. Bien sûr, ils nous ont élevés. Nous étions là-bas de 7 ans à 14 ans. Donc il faut qu'ils nous marquent de leur empreinte. Je rappelle qu'il y a d'ailleurs une chanson que vous chantiez, que vous avez été invité par un... oui, vous savez, non. Donc, on avait fait une pièce de théâtre avec, qui s'appelait Mariage au Berry. Le Berry, c'est vers le sud de l'Orléans, vers Orléans. J'ai eu le bonheur d'aller au Berry. Oui, lors de mes voyages en France. D'ailleurs, le Berry, c'est la terre natale de George Sand, l'écrivain. La grande dame du Berry. Alors, il y avait ce mariage au Berry, et on mettait en scène avec Gérard Rodange, le marié, Geneviève Roger, la mariée. C'était tout le mariage avec les voiles et tout. Et on chantait là, oui, du mairie, quand une fillette, etc. Un jour que je chantais cette chanson à la maison, on habitait avec du tuba. C'est la madame Dupuis qui m'a entendu. Et elle m'a dit, mais tu connais cette chanson? Tu peux chanter ça devant mes amis? J'ai dit, pourquoi pas? Elle demande la permission à ma mère. Et à mon petit ami, j'ai chanté devant eux. Et je les ai vus chanter ensemble avec moi. Et pour la première fois, j'ai su ce qu'était la nostalgie d'un pays. Ils étaient très émus.
Il est très ému. J'ai voulu adresser une lettre à l'ambassadeur de France et lui donner un exemplaire du Paradis perdu, en hommage de ceux qui m'ont appris à aimer cette belle langue française. Moi, j'aime bien la langue française. J'aime la France. Je n'aime pas les Français. Ouais, c'est différent. Ouais, ouais. C'est une excellente introduction par rapport également à beaucoup de choses qui se sont passées, M. Anne, dans la parole du sport, surtout la politique qui à ce moment aussi a eu des impacts. Ah oui, oui, c'est que pour la politique a fait évoluer dans notre quartier. Il y avait deux partis politiques. Le parti, le bloc démocratique sénégalais de Léopold Sédar Senghor et la SFIO de Lamine Gueye. Nous ne connaissions pas l'idéologie, mais nous connaissions les couleurs. Senghor, c'était le vert, Lamine Gueye, c'était le rouge. Mais il n'y avait pas d'animosité dans le quartier. Mais par contre, il y a eu des gens, c'est les ancêtres de Lévi, des grands lutteurs, des gros bras, qui allaient assommer les gens des autres partis. Je me souviens de ces gens-là. J'ai surtout parlé du Bambara, parce peut-être qu'il n'a pas de famille ici. C'est une petite ville dans le vont pas lire le livre. On l'appelait l'Akhlalo. L'Akhlalo, c'est le plat préféré des Maliens. On l'appelait l'Akhlalo. Il était à la tête de ces gens pour cogner. Un jour, ils ont attaqué la maison de Kinan. Alors, les gens les attendaient là-bas. Malheureusement, l'Akhlalo, on l'a assommé. On lui a donné un coup de marteau sur la tête. Il s'est précipité vers le canari là, qui l'a passé sur la tête avec l'eau pour se rafraîchir. L'eau rougie par le sang, il s'est mis à crier. C'est mon retour là, la servante est en train de. Tu sais, mais tout ça, j'ai connu Caroline Faye, qui était institutrice. Caroline, de mademoiselle Caroline. Chaque fois qu'on la voyait passer avec ces jupes-là, du maïs noir, pour aller à l'école baraque, comme on l'appelait, nous chantions cette chanson-là et nous. Mais je crois que vous savez, tout petit, on l'aimait déjà. Est-ce que c'est pas ce Karimi qu'elle a suivi jusqu'à sa brillante carrière politique? Mais il y avait aussi le sport et tout ça, mais aussi surtout le cygne qui vous a beaucoup marqué. Le cygne des jeunes folions. Malheureusement, moi, quand je vois maintenant les jeunes folions, ça me fait rire. Parce qu'à ce temps-là, les folions, ils étaient là, c'était des athlètes, bien sûr. Ils n'étaient pas bandés de gris comme les autres là, et ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de faux crocs, de fausses canines. Les folions d'aujourd'hui ressemblent plus aux gorilles gabonais qu'à les corions du Sénégal. C'est ce que tu voulais nous faire dire. C'est ce que vous voulez nous faire dire. Un folion avec une liole qui danse. Il y a pas de gagner, qui danse. Au lieu de rugir, il faut. Et quand on les donne, À l'époque, c'était une véritable incantation et que les encadreurs étaient là pour ramener le folion quand ils voulaient faire des exactions. Mais pour vous dire, quand le folion est échappé, il récitait des formules et le folion était atteint de mal de ventre qui se touchait. Qu'une chance, il avait mal au ventre, comme s'il avait un ulcère. Mais maintenant, vous savez, c'est du cinéma. quand j'étais préfet de Baki, il y avait des jeux de folion. On a interdit les jeux de folion.
qu'il y avait des violences n'importe qui. Et un beau jour, les jeunes de Mbacké sont venus se plaindre à moi, ils m'ont dit, mais il faut que les foglions là arrêtent. J'ai dit, pourquoi? Ils ont commencé à énumérer les filles. J'ai dit, non. Moi, je sais ce qui se passe. Malheureusement pour vous, toutes les jeunes filles de Mbacké aiment les foglions. Vous n'avez plus de guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont quitté Mbacké, ils ont laissé tellement de bâtards là-bas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a dit. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Doyen Anne, je ne sais pas vous par rapport à ce que vous avez préfacé, mais qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement, dans ce livre-là? Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Je crois que dans le préface, on parlait de là où vous se battez avec, jeunes. Ouais. D'abord, c'est vraiment la vivacité de sa mémoire. Parce que moi, il y a plein de choses que j'ai réapprises en lisant le livre. Parce que vous avez Oui, pourtant, oui. Bon, par exemple, c'est en relisant le livre que j'ai appris la différence entre Sabar et Tanneber. Le Sabar, c'est le jour, le Tanneber, c'est la nuit. Bon, pourtant, nous avons vécu la même époque, mais je me dis que peut-être que lui, il était beaucoup plus mûr que nous pour pouvoir faire le distinguo entre les choses, quoi. Et peut-être la précision que je vais ajouter, c'est que par rapport aux faux lions, c'est que les faux lions que nous connaissions, la plupart du temps, c'était des gens qui avaient déjà eu maille à partir avec de vrais lions. Par exemple, Pierre Ngom, etc. Si bien qu'il rêvait des moments où, franchement, il devenait de vrais lions, quoi. Oui. Parce que le faux lion, c'était un homme qui était attaqué par un lion et qui a échappé au lion. Mais comme vous le voyez, pour les gens qui sont mordus par un chien enragé, ils ont des crises de rage. Ces gens-là qui avaient échappé au lion avec des crises de rage pour apaiser la thérapie qui consistait était qu'on organisait le cible. Donc c'était une forme de thérapie. Oui, c'est une forme de thérapie parce que eux, ils gagnaient les diables, c'était un lion qui les avait attrapés. Ils avaient cette crise-là qui leur arrivait de temps en temps, et quand ça leur arrivait, la thérapie consistait à leur organiser un jeu de folie. Et je crois qu'il y a un jeu de dédoublement de personnalité qui fait qu'après, c'est fini. Maintenant, on a fait un métier. C'est bon pour nous tous. On les voit même maintenant dans les arènes de lutte, la danse est pour nous. Je ne sais pas si vous avez envie de dire un dernier mot par rapport à cet ouvrage magnifique. Merci, vraiment. Beaucoup de choses. Vous aviez évoqué tout à l'heure la question du paradis perdu définitivement, mais je crois qu'il n'est pas perdu à 100%, puisqu'il en parle, et ouais, avec émotion, et il y a des contemporains qui sont là, peut-être ma modeste personne, Djibi, et 3 de ses camarades qui sont encore vivants. Une chose. Dans ce paradis perdu, je parle de son père. Je parle de son père, Mahadiaï, qui était mon ami. C'était difficile à ce temps-là de connaître son ami. On était un groupe, on se fréquentait. Mais un jour, ma mère l'a pris par la main, elle a dit, Mahadiaï, tu aimes bien mon fils. Ma mère lui a dit, tu aimes bien ma bouche. Mahadiaï a dit, mais maman, c'est parce que Mangouba est bon. Alors moi je me suis dit, mais ma mère m'a choisi un ami. J'avais des camarades, mais c'est ma mère qui m'a choisi. Son père a été mon ami pendant 55 ans, jusqu'au jour où il a appelé à Dieu. Je parle de lui comme ça. J'essayais d'écrire là. Mon fils m'a dit, qu'est-ce qui se passe, papa? J'ai dit, non, j'ai une émotion quand même. Maintenant, il ne reste que toi. Bon, quelqu'un est, Jean-Albo et moi.
Merci. Mais c'est comme ça la vie. Le lundi perdu se termine sur votre réussite, apparemment, mais aussi et surtout sur les problèmes sociaux avec par rapport à l'éco-épouse, la polygamie, tout ça. Je crois que certainement ce sera peut-être le dernier point sur lequel je voudrais que vous reveniez. Vous comparez la polygamie à une sorte d'hyène. Mais je sais. Mais là, je crois que c'est le polygame qui m'interpelle. Parce que la polygamie. Non, mais je vous l'ai dit, moi j'ai été polygame une fois dans ma vie. C'est-à-dire que beaucoup de ménages ont été. Après, avec les belles-sœurs et tout ça qui s'immiscent dans les. C'est ça, parce que vous savez, la polygamie repose sur un trépied. Vous connaissez le trépied? C'est il y a trois, voilà. Comme celui-là, chaque pied. Voilà, trépied, trois pieds. Voilà. Le mari, les épouses et l'environnement. Si un bascule, il y aura des problèmes. Moi, je dis, chaque fois qu'il y a des femmes qui ont des co-épouses, ça peut marcher, mais quelquefois, chaque co-épouse a son camp. J'ai dit pour ma mère, il y a des gens qui étaient des membres de notre famille même, qui étaient pour la deuxième épouse. Je les ai appelés la coalition d'Appelé-Niarel. C'était là. Malheureusement pour elle, cette coalition a perdu. Elle s'est recyclée comme les politiciens pour venir lécher les jambes de ma mère. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci. Je vous recommande vivement ce livre-là qui permet de plonger dans l'enfance du doyen Mame Goumba Sarr, mais également l'enfance de beaucoup de personnes qui ont vécu, que ce soit ces jeux-là, que ce soit cette époque, à cette école française où il y avait des Toubabs qui enseignaient, également le sport à l'époque avec son lot de joie, mais également de violence et de déception, mais aussi cette compétition qui était assez saine souvent, que ce soit dans les classes, que ce soit ailleurs. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous sur cet ouvrage.